Le régime cétogène est probablement l'une des alimentations les plus mal comprises aujourd'hui. Surtout avec les réseaux sociaux, on entend tout et son contraire. C'est dangereux pour la santé, c'est trop riche en graisse, ça détruit les reins, on ne peut pas tenir sur le long terme, le cerveau a besoin de beaucoup de sucre pour fonctionner normalement. Et au final, tu ne sais plus quoi croire ni qui croire. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 mythes très répandus sur le régime cétogène et surtout les expliquer un par un de façon claire avec des données scientifiques. L'objectif, c'est que tu comprennes vraiment ce qui se passe dans ton corps et que tu arrêtes de te saboter avec des fausses croyances. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mathilde, je suis coach et conseillère en alimentation cétogène et je vous partage régulièrement des conseils pour enfin réussir votre régime cétogène de manière saine et durable. Alors, si vous voulez rien louper, n'oubliez pas de liker et vous abonner, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup dans mon travail. Allez, c'est parti pour le mythe numéro 1. Mythe numéro 1, le cerveau a besoin de sucre pour fonctionner. Le cerveau a besoin d'énergie, oui, mais pas forcément de sucre alimentaire. En alimentation classique, cette énergie vient principalement du glucose étant donné qu'on mange des glucides, mais en situation de jeûne, de restriction glucidique importante ou de régime cétogène, le corps possède un système de secours extrêmement sophistiqué. Ce système repose sur les corps cétoniques. Alors, ce qui se passe normalement quand tu manges des glucides, c'est-à-dire du pain, des pâtes, du riz, du sucre, c'est que tu digères et le glucose va directement dans le sang. Ton insulinémie augmente et les cellules utilisent ce glucose comme carburant. Le cerveau va consommer environ 100 à 120 grammes de glucose par jour chez une personne alimentée normalement. Le cerveau adore le glucose parce qu'il est rapide à utiliser, facilement disponible et de manière continue fourni dans une alimentation moderne. Mais ça ne veut pas dire qu'il est incapable d'utiliser autre chose, bien au contraire. Ce qui se passe quand les glucides baissent fortement, quand les réserves de glycogène diminuent, eh bien ton insulinémie baisse. Ton foie augmente la lipolyse indirectement et des acides gras sont libérés. Le foie va transformer une partie de ces graisses en corps cétonique. Ces molécules traversent la barrière hémato-encéphalique du cerveau et deviennent le carburant principal. Après plusieurs jours, voire plusieurs semaines de cétose, le cerveau augmente son expression de transporteur de cétone. Résultat, il va consommer beaucoup moins de glucose et il va fonctionner majoritairement grâce au cétone. Après la phase d'adaptation, environ 60 à 70% de l'énergie cérébrale peut provenir des cétones. Le reste provient toujours du glucose, donc le cerveau a encore besoin d'un tout petit peu de glucose, mais pas forcément de glucides alimentaires. Du coup, si on ne consomme pas de glucides, d'où vient le glucose restant? Eh bien, le corps le fabrique lui-même grâce à la néoglucogénèse. Le foie peut produire du glucose à partir d'acides aminés, de lactate ou de glycérol issus des graisses. Donc, même sans manger de sucre, la glycémie reste compatible avec la vie. Donc, le cerveau reçoit le glucose minimal nécessaire. C'est un mécanisme de survie vital. Pourquoi certaines parties du cerveau utilisent encore du glucose? Parce que certaines cellules ne peuvent pas fonctionner uniquement avec des cétones. Par exemple, il y a certaines zones neuronales très spécifiques, certains neurotransmetteurs des cellules, comme les globules rouges, qui n'ont pas de mitochondries, dépendent exclusivement du glucose. Donc oui, le glucose reste indispensable biologiquement, mais pas nécessairement dans l'assiette. Alors ce qu'on peut dire honnêtement, c'est que le cerveau peut fonctionner en grande partie avec des cétones. La néoglucogénèse vient couvrir les besoins restants en glucose et certaines personnes rapportent aussi une meilleure concentration générale grâce aux cétones. Mais ce qu'on peut pas affirmer universellement, c'est que tout le monde perfore mieux en keto, que les glucides sont inutiles ou que le cerveau fonctionne mieux chez tous les individus, que la cétose est optimale pour tous les sports ou tous les contextes. Alors pour résumer, ce mythe vient d'une confusion entre le cerveau a besoin de sucre alimentaire et le cerveau a besoin d'énergie et d'un minimum de glucose. En cétose, les cétones fournissent une grande partie de l'énergie cérébrale, le corps, lui, produit lui-même le glucose nécessaire. Le cerveau peut donc fonctionner sans apport important de glucides. Mais cela demande une adaptation et les effets varient selon les individus. Ce n'est pas magique, ce n'est pas dangereux par définition chez une personne en bonne santé qui est suivie correctement. Le mythe numéro 2, c'est que le régime cétogène est mauvais pour le cœur. C'est un sujet qui est probablement l'un des plus mal compris encore en nutrition. L'idée, c'est que manger gras bouge tes artères. C'est vraiment une simplification excessive d'un système cardiovasculaire beaucoup plus complexe. Le régime cétogène peut améliorer certains marqueurs cardiovasculaires chez certaines personnes et il peut évidemment poser problème chez d'autres. C'est comme n'importe quel régime, il faut comprendre les mécanismes. Alors pourquoi le keto est souvent accusé d'être mauvais pour le cœur? Parce qu'il est riche en graisse, parfois en graisse saturée, il peut faire augmenter
augmenter le cholestérol alimentaire et pendant longtemps, on a résumé le risque cardiovasculaire à la prise de graisse saturée, le cholestérol qui fait monter des plaques d'athérosclérose. Mais aujourd'hui, la physiologie cardiovasculaire est considérée comme beaucoup plus multifactorielle et donc ça s'avère complètement faussé. Alors déjà, qu'est-ce que le cholestérol? Le cholestérol, c'est pas toxique, il sert à fabriquer les membranes cellulaires, produire des hormones stéroïdiennes ou encore à synthétiser la vitamine D. Le problème n'est donc pas d'avoir du cholestérol, mais la façon dont il circule, dans quel contexte inflammatoire et sous quelle forme lipoprotéique. Alors, on va faire un petit point sur HDL, LDL et triglycérides. Il faut comprendre les différences. Le HDL, qu'on appelle bon cholestérol, aide au transport inverse du cholestérol. Il récupère du cholestérol périphérique et le ramène vers le foie. Un HDL élevé est souvent associé à un meilleur profil métabolique. Il y a beaucoup de personnes cétogènes qui voient justement ce HDL augmenter. Les triglycérides, elles, sont fortement liées à la résistance à l'insuline. Surtout si elles sont élevées, eh bien ça veut dire qu'il y a un syndrome métabolique et un risque cardiovasculaire. Les régimes pauvres en glucides réduisent souvent fortement ces triglycérides. Pourquoi? Parce que moins de glucides, ça veut dire moins d'insuline, donc moins de lipogénèse, donc moins de production de VLDL riche en triglycérides. C'est un effet qui est très souvent démontré dans les études. Le point compliqué, c'est le LDL. Parce que le LDL n'est pas un mauvais cholestérol en soi, parce que ce serait trop simpliste. Le vrai sujet, c'est la quantité, la taille des particules, leur oxydation et leur nombre. Il y a certaines personnes qui voient leur LDL augmenter en kéto. En fait, en cétose, le corps transporte davantage de graisse comme carburant, le foie exporte plus de lipides et certaines personnes deviennent du coup des hyper-répondeurs. Résultat, le LDL peut être parfois très élevé, notamment chez certains individus très maigres et sportifs. Les augmentations peuvent être assez spectaculaires et là, la science n'a pas encore toutes les réponses pour savoir si c'est mauvais, très mauvais ou sans impact. Ce que l'on sait avec assez de confiance, c'est que le keto améliore les triglycérides, le HDL, la glycémie, l'insuline, favorise la perte de poids et améliore certains marqueurs inflammatoires. C'est particulièrement visible chez les personnes ayant un surpoids, un syndrome métabolique, de l'insulinorésistance et du prédiabète. Donc non, manger des graisses ne fait pas forcément augmenter ton cholestérol et donc n'est pas forcément mauvais pour la santé. Aussi, petit point important, la qualité du keto change tout. Un keto peut être vraiment potentiellement favorable si tu manges du poisson, des œufs, de l'huile d'olive, des avocats, des noix, des légumes, de protéines de qualité, ou totalement problématique si ton alimentation est uniquement basée sur de la charcuterie ultra transformée, un excès calorique massif, très peu de fibres, très peu de micronutriments. Donc deux kétos peuvent avoir deux effets très différents sur ton cholestérol. Alors ce que la science suggère aujourd'hui grâce aux études, c'est que le keto ne détruit pas le cœur. Les effets dépendent énormément du profil métabolique initial, de la qualité des aliments, de la génétique et du type de lipides que tu consommes. Les marqueurs les plus utiles à surveiller quand quelqu'un suit un keto sérieusement, c'est de vérifier les triglycérides, le HDL, le LDL, l'ApoB, la glycémie, l'HbA1c, la pression artérielle, le CRP. Son tour de taille, parce qu'un seul chiffre isolé, notamment juste le cholestérol, ne raconte pas toute l'histoire de la personne derrière. Donc, le mythe qui dit que manger des graisses veut dire avoir des maladies cardiaques, c'est vraiment lié à une mauvaise interprétation et il y a beaucoup plus de marqueurs qui rentrent en compte pour savoir si, oui ou non, vous avez une bonne santé cardiovasculaire. Et ça, quelle que soit l'alimentation que vous consommez. Ne l'oubliez pas. Le mythe numéro 3, c'est que le keto fait perdre du muscle. Alors, ce mythe vient surtout d'une confusion entre perte de poids, perte de glycogène, eau et perte réelle de tissu musculaire qui ne sont vraiment pas les mêmes choses. Alors pourquoi les gens pensent perdre du muscle en keto? Quand quelqu'un commence un régime cétogène, les premiers kilos perdus sont très souvent rapides. Mais une grande partie vient du glycogène musculaire, de l'eau associée, parce que le glycogène stocke beaucoup d'eau. En moyenne, 1 gramme de glycogène équivaut à 3 ou 4 grammes d'eau. Quand les glucides baissent énormément dans une alimentation cétogène, le glycogène diminue, l'eau diminue et les muscles peuvent paraître parfois un peu plus plats. Ça donne l'impression d'avoir fondu musculairement, mais ce n'est pas forcément une perte de protéines musculaires, bien au contraire. Ce qui fait réellement perdre du muscle, c'est surtout quand il y a plusieurs facteurs réunis. Numéro 1, un déficit calorique trop agressif.
Si le corps manque fortement d'énergie, il peut augmenter le catabolisme des protéines musculaires et elles peuvent venir être utilisées en guise de ressources. Le numéro 2, c'est un apport en protéines insuffisant. Le muscle a besoin d'acides aminés pour maintenir les protéines contractiles, réparer les fibres, stimuler la synthèse protéique musculaire. Si les protéines sont trop basses, eh bien, il peut y avoir une perte musculaire. Numéro 3, c'est l'absence de stimulation musculaire. Le muscle répond au principe use it or lose it, c'est-à-dire utilise-le ou sinon je le perds. Sans résistance mécanique, le corps réduit progressivement la masse musculaire inutile. Donc, la musculation envoie un message clair, fais du muscle. Le rôle de l'insuline est souvent mal compris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que sans glucides, tu ne produis pas d'insuline, donc pas de muscle. Et là, c'est incomplet. Oui, l'insuline est anabolisante, mais les protéines stimulent aussi l'insuline. L'anabolisme musculaire dépend surtout des acides aminés, de la leucine, de l'entraînement et du bilan énergétique global. La synthèse protéique musculaire, le muscle en fait évolue selon un équilibre, c'est-à-dire que si la synthèse des protéines est supérieure à la dégradation du muscle, alors tu gagnes du muscle. Si la synthèse des protéines est inférieure à la dégradation du muscle, tu perds du muscle. Alors pourquoi le keto peut préserver le muscle? Bien tout d'abord parce qu'il y a des effets anticataboliques des cétones. Les corps cétoniques semblent réduire certains besoins en glucose, diminuer partiellement la dégradation protéique, et c'est particulièrement visible pendant le jeûne prolongé. Numéro 2, c'est qu'il y a un apport protéique souvent élevé. Il y a beaucoup de pratiquants en keto qui mangent plus de protéines que les gens normaux, plus d'aliments riches en acides aminés, et cela aide au maintien musculaire. Il y a aussi une meilleure satiété, le régime cétogène réduit parfois la faim, donc il y a une meilleure adhérence au régime, ce qui fait qu'il y a un déficit moins chaotique, il y a moins de pertes musculaires liées au cycle entre restriction et excès. Mais il existe des nuances importantes. Les performances peuvent baisser au début, parce que pendant l'adaptation, on a une baisse du glycogène, il y a un peu de fatigue et une diminution des performances. Les entraînements explosifs peuvent aussi souffrir temporairement. Le glycogène reste utile pour la musculation intense et les efforts explosifs volumineux qui sont très glycolytiques et utilisent donc fortement le glycogène musculaire. Donc il y a certaines personnes qui performent mieux, certes, avec plus de glucides, qui récupèrent mieux avec des glucides ciblés autour des entraînements. Alors peut-on construire beaucoup de muscles en céto? Alors oui, mais il y a débat sur l'optimalité maximale pour l'hypertrophie, ou les personnes en surpoids, les pratiquants récréatifs, le keto peut très bien fonctionner. Chez les bodybuilders avancés, les sports explosifs à haut niveau, il y a des glucides un peu plus élevés qui sont souvent avantageux. Et pour le volume d'entraînement, la récupération et la performance. Donc, tout est adapté en fonction de la personne. Les électrolytes comptent énormément en cétogène aussi. Donc, sodium, potassium, magnésium, tout ça peut diminuer. Et si c'est mal géré, tu peux avoir de la fatigue, des faiblesses, des baisses de performance sportive, une sensation de fonte, alors que le problème, c'est parfois surtout ton hydratation et tes électrolytes. Le keto permet de maintenir la masse musculaire, surtout si tout est adapté autour des protéines, de l'entraînement, des calories, du sommeil, de la récupération. Mais pour certaines formes de performance et d'hypertrophie, pour tirer le maximum d'avantages, eh bien, parfois, il faut ajouter une petite dose de glucides. Mais sache que le vrai risque de perte musculaire vient surtout du fait que tu ne manges pas assez de protéines, si tu es en trop gros déficit, ou si tu ne récupères pas bien, ou que tu ne gères pas bien ton alimentation. Avec suffisamment de protéines, une musculation régulière et un apport énergétique cohérent, il y a beaucoup de personnes qui remarquent maintenir leur masse musculaire, voire développer leur masse musculaire maigre en régime cétogène. Alors avant de voir le mythe numéro 4 et 5, qui sont je pense les mythes les plus mal compris du régime cétogène, je te propose d'apprendre à structurer correctement ton alimentation cétogène, éviter les erreurs classiques et obtenir des résultats durables gratuitement. Pour ça, eh bien, tu peux télécharger tout simplement le guide personnalisé du régime cétogène. Pour y accéder, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre de description. Là alors, mythe numéro 4, le régime cétogène est dangereux pour les reins. Oui, ce mythe vient principalement d'un amalgame entre régime cétogène et régime hyperprotéiné. Or, ce sont deux choses totalement différentes. Le keto n'est pas un régime très riche en protéines. La structure classique d'un régime cétogène ressemble plutôt à très faible en glucides, riche en lipides et modéré en protéines. Donc les protéines sont généralement maintenues à un niveau suffisant pour préserver ta masse musculaire, c'est ce qu'on a vu dans la partie d'avant, mais pas extrêmement élevé.
Pourquoi? Parce que un excès massif de protéines peut augmenter la néoglucogénèse et rendre l'acétose plus difficile chez certaines personnes, ce qui n'est pas le but du keto. Donc le keto classique n'est pas conçu comme un régime hyper protéiné. Alors pourquoi les reins sont souvent évoqués quand on parle de protéines dans l'alimentation? Parce que les reins participent à l'élimination des déchets azotés, à l'équilibre acido-basique, à la régulation hydrique et électrolytique. Donc quand l'apport en protéines augmente, il y a davantage d'urée qui est produit, la filtration rénale augmente temporairement et chez certaines personnes, on a alors conclu plus de protéines égale destruction des reins. Mais ce raccourci est vraiment très problématique parce que ce que montrent les études scientifiques, c'est que chez les personnes en bonne santé, chez des individus sans maladie rénale connue, eh bien, il n'y a pas de preuve solide qu'un apport protéique modéré, voire élevé, détruise les reins ou provoque une insuffisance rénale. Au contraire, chez les sujets sains, les régimes pauvres en glucides n'entraînent pas de dégradation rénale. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'il faut une adaptation. Parce que quand l'apport en protéines augmente un peu, le débit de filtration peut augmenter et cela représente une adaptation physiologique normale et non pathologique. C'est comparable à une augmentation du rythme cardiaque pendant le sport. Alors pourquoi la confusion persiste? Parce que les personnes ayant déjà une maladie rénale doivent souvent limiter certains apports, notamment en protéines, en phosphore, en sodium, en potassium. Donc chez un patient qui souffre d'une pathologie rénale, eh bien il faut vraiment faire attention, mais chez une personne saine, il n'y a pas de preuve forte de toxicité du keto bien construit. Donc les deux situations sont souvent mélangées dans le discours du grand public. Ce qu'il faut distinguer absolument, c'est une personne en bonne santé rénale. Les données actuelles suggèrent qu'il n'y a pas de preuve solide de dommage rénal direct dû au keto, surtout si vous avez une hydratation correcte, des protéines correctes et une alimentation équilibrée. Avec une personne avec une pathologie rénale, où là, le contexte change complètement. Dans ce cas, il faut une adaptation individualisée indispensable et un suivi médical important. Le keto peut même améliorer certains facteurs indirects chez certaines personnes insulino-résistantes ou diabétiques. Le keto peut améliorer la glycémie, l'insulinémie, le poids, la pression artérielle. Or, ces facteurs jouent eux-mêmes un rôle majeur dans la dégradation rénale à long terme. Donc, cela veut dire que globalement, ça peut t'aider à avoir moins de problèmes sur tes reins. Alors, si on revient sur le sujet des électrolytes et de l'hydratation, c'est vraiment essentiel, notamment au début du cytogène. Avec la baisse d'insuline, il y a une augmentation de l'excrétion du sodium et d'eau. Donc, il y a certaines personnes qui se déshydratent un peu plus sans s'en rendre compte. Cela peut provoquer de la fatigue, des maux de tête, des faiblesses, parfois un stress rénal indirect. Donc, le problème, c'est pas forcément le régime cétogène lui-même, mais plutôt une mauvaise régulation et gestion de l'hydratation hydrique et minérale. Et attention aux versions extrêmes du keto. Par exemple, un keto très déséquilibré peut poser problème, notamment à cause des aliments ultra transformés, ou alors de faibles apports en micronutriments, une mauvaise hydratation. Encore une fois, comme toujours, c'est la qualité alimentaire qui compte énormément dans la réussite du régime cétogène. Donc non, le keto ne détruit pas automatiquement tes reins. Chez les personnes avec une fonction rénale normale, il n'y a pas de preuve solide de toxicité rénale directe liée au keto. En résumé, le mythe vient surtout d'une confusion entre keto égale manger énormément de protéines, alors qu'en réalité, en keto, on mange une quantité de protéines modérée. Le mythe numéro 5, c'est que le keto est impossible à tenir sur le long terme. Oui, ce mythe touche à quelque chose de très important, c'est la différence entre un régime théoriquement efficace et un mode alimentaire réellement durable, humainement. Et la durabilité va vraiment dépendre de l'individu et des macronutriments que tu mets dans ton régime. Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui pensent que le keto est intenable? Parce qu'il élimine ou réduit fortement des aliments que tout le monde mange tous les jours. Du pain, des pâtes, du riz, des pâtisseries, du sucre. C'est des aliments sociaux et culturels. Et pour certaines personnes, ça peut créer de la frustration, une rigidité mentale, une fatigue décisionnelle, une sensation de privation. Donc, il y a certaines personnes qui abandonnent très rapidement. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde réagit pareil au régime cétogène. En fait, le vrai facteur, c'est l'adhérence. En nutrition, le meilleur régime n'est pas forcément celui qui fonctionne parfaitement en laboratoire ou selon la science, mais souvent celui qu'une personne peut maintenir durablement. Un régime parfait, mais qui a abandonné au bout de 3 semaines, et ben en fait, il est finalement pas si parfait que ça. Il fonctionne mal dans la vraie vie. Donc, certaines personnes trouvent le keto étonnamment facile et d'autres pas du tout. Pourquoi certaines personnes trouvent ça facile? Parce que ça réduit la faim. Il y a beaucoup de personnes qui rapportent moins d'appétit, moins de fringales, moins de compulsions.
probablement grâce à la stabilité glycémique, à la satiété des protéines et la satiété des lipides, qui ont aussi une influence hormonale sur la gréline et la leptine. Il y a moins d'envie de sucre chez certaines personnes sensibles, notamment parce qu'il y a moins de pics de glycémie, encore une fois, il y a moins de fluctuations énergétiques, donc le keto peut réduire cette boucle infernale chez certains individus. Et il y a une structure alimentaire qui est beaucoup plus simplifiée aussi, parce que c'est des règles claires, il y a moins de décisions, il y a un cadre précis, et ça réduit beaucoup les grignotages et les écarts compulsifs. D'autres personnes vont le vivre très mal, parce que le keto peut aussi entraîner une certaine restriction sociale, notamment lors de repas de famille, de restaurants, d'événements, de voyages qui peuvent devenir beaucoup plus compliqués, même si il y a beaucoup de solutions. Il y a une fatigue psychologique pour certaines personnes qui doivent compter leurs glucides, ça peut devenir obsessionnel, une rigidité alimentaire, des anxiétés autour des écarts, mais ça c'est comme tous les régimes alimentaires. Et il y a pour certaines personnes une difficulté culturelle à arrêter de manger du pain, du riz, des fruits qui occupent une place centrale dans leur alimentation de base, et le coût psychologique peut être important. Alors, il y a une différence à voir entre keto thérapeutique et keto flexible, parce que toutes les approches keto ne se ressemblent pas. Quand on est dans un keto thérapeutique, on est dans un keto utilisé pour soigner des maladies ou des contextes médicaux spécifiques. Et là, c'est très rigide, car on recherche les cétones et des glucides extrêmement bas. Quand on fait un régime keto lifestyle, on a une approche beaucoup plus adaptable. On mange davantage de légumes, on a des glucides modulés, une flexibilité sociale, et on cherche juste à avoir un bon métabolisme, et c'est souvent beaucoup plus durable. Le problème vient souvent des approches utilisées en cétogène, extrêmes, perfectionnistes, irréalistes. Exemple, les gens qui veulent faire du zéro glucide, du jamais d'écart, du interdit à vie. Là, ça va créer souvent de la culpabilité, un effet rebond et d'abandon. Donc, ce qui rend un keto beaucoup plus durable, c'est la flexibilité intelligente. Par exemple, certaines personnes fonctionnent mieux avec une alimentation modérée low carb, un keto cyclique, ou alors avec un keto avec des glucides ciblés autour du sport. Utilisez des aliments que vous appréciez. La variété compte énormément. Par exemple, les textures, le plaisir gustatif, la cuisine, la satiété émotionnelle, et avoir des objectifs réalistes. Le problème n'est pas seulement quoi manger, mais est-ce que je peux vivre comme ça en mangeant tout ça pendant des années sans souffrir excessivement. La psychologie alimentaire, elle compte énormément, et il y a deux personnes qui peuvent vivre exactement le même plan. Il y en a une qui va se sentir totalement libre et l'autre qui va se sentir totalement enfermée et frustrée. Le vécu psychologique est donc majeur quand on se lance dans une nouvelle alimentation. Et n'oubliez pas que la durabilité vient souvent de la souplesse, de la reprise normale, de l'absence de culpabilité excessive, surtout s'il y a un écart. Donc le keto n'est pas forcément impossible à tenir, mais tout le monde ne peut pas suivre le keto facilement à vie. Donc le plus juste, c'est que la durabilité dépend surtout de la personne, du contexte social, du niveau de rigidité, de la qualité du programme alimentaire, du plaisir alimentaire et des objectifs individuels. Il y a certaines personnes qui vont abandonner très rapidement et d'autres qui vont maintenir leur keto à vie pendant des années. Il n'existe en fait pas de régime universel, mais un régime durable doit être psychologiquement cohérent, psychologiquement soutenable, socialement compatible. Sinon, l'adhérence de la personne finit souvent par s'effondrer. Alors si tu veux éviter justement ces erreurs, ces frustrations et mettre en place une alimentation cétogène durable dans le temps, adaptée à ton profil, structuré et efficace pour la perte de gras, eh bien le programme complet Keto Transformation est fait pour toi. C'est un programme sur mesure pour réussir ton régime cétogène. Avec ça, tu auras toutes les clés pour te lancer en autonomie, et tu peux obtenir évidemment toutes les infos pour rejoindre le programme en cliquant sur le lien dans la barre de description. Alors qu'est-ce qui bloque vraiment tes résultats? Eh bien, ce sont pas forcément tous ces mythes, ce sont les erreurs d'application. Trop peu de protéines, trop de produits keto industriels, pas de structure, manque de cohérence. Le régime cétogène fonctionne très bien, mais seulement s'il est bien compris et qu'il est appliqué de manière cohérente et intelligente. Si tu souhaites du coup discuter de tout ça directement avec moi, n'hésite pas à réserver ton rendez-vous pour démarrer un accompagnement rapidement. Le problème avec le régime cétogène, ce n'est pas le régime en lui-même, ce sont les croyances autour et les personnes qui ne savent pas l'utiliser et l'appliquer correctement. Alors si tu te bases sur des mythes, eh bien tu vas te freiner, tu vas faire des erreurs et tu vas abandonner rapidement. Mais si tu comprends vraiment à quoi sert le régime cétogène, les mécanismes physiologiques qu'il y a derrière et métabolisme qui se passent dans ton corps, alors tu peux obtenir de résultats très puissants sur la perte de gras, ton énergie et ta santé métabolique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas, si vous voulez plus de contenu sur la perte de poids, les hormones, le cétogène, la résistance à l'insuline, eh bien pensez à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le keto. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.